Bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'expliquer une notion importante pour le physicien, cette notion qui est à la base de la description de tous les phénomènes électriques ou électromagnétiques. Cette notion, c'est la notion de champ électrique. Alors, c'est une notion importante. On part du principe d'abord que vous connaissez déjà la force électrique, cette fameuse force de Coulomb. Eh bien, on va découvrir ce champ électrique qui est plus intéressant. Bien sûr, les deux grandeurs force électrique et champ électrique sont liées. On va donc démarrer par un rappel sur la force électrique. Force électrique que voici, qui est la loi de Coulomb, qui dit que deux charges électriques QA et QB, à une distance d l'une de l'autre, subissent une force, que voici, qui est proportionnelle aux charges QA et à la charge QB. Et bien sûr, inversement proportionnelle au carré de la distance, ici que l'on voit ici. En fait, donc ce qui veut dire tout simplement que plus QB est proche de QA, plus la force exercée par QA sur QB sera importante. Et bien sûr, au fur et à mesure qu'elle s'éloigne, cette force diminue. Ce que l'on voit aussi ici, c'est que, attention, nous avons une force vectorielle, et donc on a un vecteur unitaire UAB dirigé de A vers B, et donc cette force, elle a la direction qui relie les deux centres des charges AB, suivant le petit vecteur unitaire UAB. Alors, pour expliquer la notion de champ, on va se servir donc de cette formule. Mais pour pouvoir expliquer le champ, on va d'abord simplifier un petit peu l'écriture qui a trop d'indices. On va tout simplement regarder le champ créé autour de la charge QA seulement. D'accord ? C'est-à-dire finalement, on va, pour simplifier, prendre que QA et promener une charge qui est seulement qu'on appellera Q, donc on élimine l'indice B, autour de cette charge électrique QA, et on va donc voir ce qui se passe autour de cette charge QA. On va donc promener la charge Q autour de QA afin de tester l'environnement autour de cette charge. Bien sûr, la force va évidemment changer puisqu'elle dépend de la distance essentiellement, mais aussi des charges, de la charge électrique. Alors, on voit en fait dans cette situation que la charge Q, qui est ici présente, subit une force qui est due à la charge QA. Cette force, elle est exercée à distance. Donc tout se passe comme si QA avait un certain pouvoir d'action sur la charge QB. Par exemple, si on laisse Q libre, eh bien, comme Q subit cette force F, eh bien, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, elle va être éjectée comme ceci, dans la direction de F, loin de QA. Donc on voit bien que finalement, QA a un pouvoir d'action à distance, et peut donc déplacer des objets ponctuels. Alors, qui n'a pas rêvé de pouvoir déplacer aussi des objets ponctuels? Alors, à l'image, par exemple, de ce fameux film de Star Wars où on voit Luke Skywalker qui est capable d'exercer une force à distance sur son vaisseau pour le faire ressortir du marais. Alors en fait, pour être plus exact, il n'exerce pas une force, mais plutôt un champ de force, comme ici on le voit. Ce champ, alors pourquoi c'est un champ de force? Parce qu'en fait, ça traduit l'idée que le vaisseau subit non pas une force, mais plein de petites forces réparties sur tout l'objet, ici tout le vaisseau, d'où la notion de champ de force. C'est-à-dire qu'on a des flèches de vecteurs qui sont toutes pointées dans la même direction, donc ça forme comme un champ. Voilà. On a donc un champ de force exercé par
le personnage de Star Wars. Alors, mais ce champ de force, en fait, on peut le retrouver en électricité aussi, par exemple. Imaginons, prenons un petit objet léger, par exemple une feuille de papier, et frottons-la contre de la laine ou de la soie, comme vous avez déjà fait en TP. En frottant cet objet, le papier, sur de la laine ou de la soie, on va se retrouver avec un objet chargé. La feuille va se charger d'électricité. Et posons-la au-dessus de notre charge QA. Donc on voit ici nos petites charges que l'on a obtenues après frottement. Eh bien, on peut imaginer en fait que cette feuille va se retrouver, enfin on va la voir léviter au-dessus de cette charge QA. Bah, en effet, parce que on a chaque petite charge en fait va subir une force à distance venant de QA. Donc tout pareil, elles partent du centre et dirigées vers la petite charge, elles sont toutes radiales finalement, et donc l'ensemble de ces petites forces va permettre de résister, voilà, à sa propre chute. Et donc on voit qu'on a, comme tout à l'heure, QA qui a donc un pouvoir à distance, comme le personnage Luke Skywalker, un pouvoir à distance. Ici, cette charge QA va donc avoir un pouvoir à distance, permettre justement de faire léviter cette feuille, et donc tout se passe comme s'il génère quelque chose ici, là, qu'on va appeler donc ce que l'on a ici, un champ de force, comme le champ généré par Luke Skywalker. Ici, on a un champ de force exercé sur la feuille, et donc pour avoir ce champ de force, tout se passe comme si QA générait ce champ de force. Il se produit quelque chose autour de QA. Mais en fait, il se passe quelque chose autour, voilà, tout se passe comme si on avait une espèce de pouvoir de QA, comme ceci, matérialisé par ces cercles, mais en réalité, donc, tout est produit par la charge QA, et donc, ce pouvoir, il existe même s'il n'y avait pas la feuille de papier. Si on enlève la feuille de papier, voilà, le pouvoir, il est toujours là. Donc cette action à distance, créée par QA, il va en fait se retrouver autour de QA. Voilà, alors, de cette description, je vous l'accorde un peu fantaisiste, qui a cherché à vous faire toucher du doigt en fait la notion de champ, on va essayer de donner une représentation un peu plus scientifique de cette notion de champ électrique. Alors, revenons à notre point de départ, une charge QA, une petite charge Q, et on va représenter la force exercée par QA sur Q à l'endroit de Q. Donc cette force, je vous rappelle, elle va dans la direction du centre de QA vers Q, et vers l'extérieur, on a cette force F. Et imaginons maintenant que l'on retrouve cette force à un autre endroit de l'espace. On aura cette force ainsi comme ceci. Si on la retrouve à un autre endroit, ici par exemple, eh bien on aura une force pareille, mais dans une direction radiale, mais par contre beaucoup plus grande. Pourquoi beaucoup plus grande? Eh bien parce que la distance qui sépare QA et Q est plus petite qu'elle ne l'était quand la charge était ici. Donc là on a une force plus grande. Quand elle est plus loin, la force sera plus petite. Voilà. Donc on a finalement des forces qui s'exercent tout autour de QA, et on voit donc on a donc finalement, en promenant toute cette charge Q, on a créé un champ de force qui n'est tout simplement qu'une représentation de la loi de Coulomb autour de QA.
On a donc finalement ici représenté une image de ce pouvoir d'action qu'a à distance la charge QA. C'est matérialisé par toutes ces petites flèches qui sont dirigées depuis le centre vers l'extérieur avec des flèches plus ou moins grandes selon la distance qui sépare de QA. On a, en analysant la formule de Coulomb, on voit en fait que ces vecteurs force dépendent bien sûr de la charge QA, mais aussi dépendent de la charge Q, donc que l'on a placée à divers endroits hein, tout autour de QA. Donc en fait, ça ne représente pas vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire pas uniquement le pouvoir d'action de QA, parce qu'elle dépend aussi ici de Q. D'ailleurs, on peut le voir que si cette charge Q diminue, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien voilà, toutes mes flèches ont diminué. Vous voyez, là, elles étaient plus grandes, et quand Q diminue, eh bien la force diminue. Donc on voit bien que ce champ de force que je viens de créer, il dépend aussi de Q. Or, moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je voulais, c'était une représentation du champ créé par QA autour de cette charge, hein, mais qui ne dépend que d'elle-même, QA, éventuellement d'autres paramètres, mais pas de la charge Q que je vais promener. Alors, qu'à cela ne tienne, les physiciens ont eu une idée lumineuse, et ils ont tout simplement inventé une grandeur. Et cette grandeur, c'est la grandeur E, qui est tout simplement égale au rapport de la force de Coulomb, divisée par la petite charge Q que j'ai promenée. Et on voit en fait que si on divise la force F ici par la charge Q, eh bien on se retrouve avec une simplification de cette charge, et maintenant le champ E ne dépend bien sûr que de la charge QA et de la distance qui sépare l'endroit où je cherche le champ par rapport à la charge QA. On a donc maintenant quelque chose qui caractérise vraiment ce qui se passe. Alors voilà, j'ai mis ça en flèche verte. Bien sûr, ça dépend de d au carré, hein, à condition que QA reste constant, et on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure, c'est-à-dire les flèches qui caractérisent le champ cette fois-ci, hein, ce qui est en vert, c'est pas la force, hein, c'est le champ, eh bien elle est radiale, hein, dirigée depuis le centre vers l'extérieur, avec un petit vecteur unitaire U que je n'ai pas tracé ici, mais qui serait en fait eh bien matérialisé par comme ceci, par exemple. Pour cette flèche-là, hein, pour une autre flèche, eh bien, il serait matérialisé ailleurs, hein, dans la même direction et le même sens que la flèche, mais cette flèche est plus grande si le point est plus proche de QA, et bien sûr, par exemple ici, beaucoup plus petite, parce que le point est plus loin de QA. Mais maintenant, on a bien quelque chose qui caractérise le pouvoir d'action à distance de la charge QA, et qui ne dépend uniquement que de cette charge, qui ne dépend pas de tout ce que l'on va mettre autour de l'environnement immédiat de cette charge QA. Alors, c'est clair que le champ électrique représente en fait une force électrique, hein, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Hein. Le champ électrique, en fait, cache derrière lui un champ de force électrique. Alors, pour le voir, eh bien, on va revenir au début. Voilà, imaginons que je sois à un point, ici, et que à cet endroit-là règne le champ radial, hein, bien sûr, E, et parce que l'on a mis une charge Q à cet endroit-là, quand on met une charge Q à cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette charge Q va subir une force, F, telle que F égale Q fois E, c'est-à-dire E, il va être égal à F sur Q. Et on aura donc F égale Q fois E. Voilà comment on peut calculer la force F, connaissant le champ E qui règne à un endroit, et la charge Q que je vais positionner à cet endroit-là. Finalement, on s'aperçoit
qu'il règne un champ électrique à un endroit qu'en positionnant une charge à cet endroit. Et la charge qu'on va positionner à cet endroit va subir une force, et cette force qu'elle subira nous donnera une indication sur ce champ électrique. Ou alors on peut mesurer ce champ électrique aussi. Alors, si maintenant mon champ électrique est toujours le même, E, puisqu'il est créé par la charge Q, mais à cet endroit-là où démarre le champ électrique, j'y mets une charge négative. Qu'est-ce qui va se passer? D'après cette formule ici, si Q est négatif, ça veut dire que F et E sont opposés. D'accord? F va être égal à moins quelque chose fois E. Du coup, la force ira, cette fois-ci, dirigée vers QA. Et donc, ma petite charge électrique négative sera donc attirée par la charge QA. Et on retrouve ce que l'on avait vu en cours, hein, une charge moins et une charge plus s'attirent. Voilà. Alors, maintenant, la représentation globale, si on a une charge positive, qu'est-ce qui se passe? Tout autour règne un champ électrique radial. Si c'est une charge positive, ce champ, il est radial, c'est-à-dire il a une direction qui part du centre de cette charge QA et qui va vers l'extérieur, comme des rayons de vélo, d'une roue de vélo. Et plus on est proche, plus la flèche est grande, plus on s'éloigne, plus la flèche est petite. D'accord? On a toutes ces flèches sont dirigées vers l'extérieur. Donc quand Q est positif, les flèches sont dirigées vers l'extérieur. Alors pourquoi? D'après la formule E égale K fois QA sur D au carré fois U. Et donc si QA est positif, alors E et U ont même direction et même sens. Comme U est un vecteur radial, U il part obligatoirement du centre vers l'extérieur, eh bien on se retrouve avec E et U dans le même sens, et donc toutes les flèches sont dirigées vers l'extérieur. Si on regarde maintenant avec une charge négative, qu'est-ce qui se passe? Eh bien si QA est négatif, on se retrouve avec E égale quelque chose de négatif fois U, et donc comme je vous rappelle que U est toujours pareil, que ce soit qu'il soit positif ou négatif, U il est dirigé vers l'extérieur, c'est un champ radial, et donc on voit que E et U sont en sens opposé, et donc les vecteurs E vont être dirigés vers cette fois-ci la charge. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut retenir. Maintenant, deux petites notions aussi qui sont utiles, qui apparaissent souvent dans des petits exercices. Eh bien, ce que l'on peut voir ici, que j'ai tracé ici, de ce côté-là ou de ce côté-là, que tous ces axes, ces rayons ici, eh bien en fait, sont des lignes qui portent les champs. On appelle ça des lignes de champ. Voilà, des lignes de champ. Vous en avez une, deux, vous en avez une autre ici, il y en a une autre ici, voilà, tout ça sont des lignes de champ, sont des lignes sur lesquelles passent les vecteurs champs, d'accord, qui ont donc tous la même direction et le même sens. Et maintenant, je vais peut-être changer de couleur, ces cercles que l'on a ici, eh bien en fait, représentent des cercles qui ont toutes la même valeur E. Ils ont tous la même valeur de E. Ce sont donc des lignes équipotentielles. Équipotentielles. Alors pourquoi? Parce que sur toute cette ligne qui est ici, par exemple, la flèche aura la même longueur, donc la valeur du champ E sera la même. Exactement pareil, sur tout ce cercle qui est ici, que l'on voit ici, là, eh bien la valeur du champ sera la même. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, et j'ai cherché en tous les cas à vous amener vers cette notion de champ qui est très importante, parce qu'en fait elle ne dépend plus de la charge que l'on peut promener autour, et en fait ce que l'on cherche à montrer, c'est quand on positionne une charge à un endroit, autour de lui règne quelque chose de particulier. Il a déformé
l'espace électrique, hein, du point de vue électrique autour de lui. Et donc on pourra le découvrir qu'en y mettant quelque chose à l'intérieur. C'est comme si par exemple vous avez dans une salle une odeur et eh bien vous ne pourrez vous rendre compte de l'odeur que si vous rentrez dans la pièce, dans l'espace donc, et vous sentez. Donc plus vous sentirez loin de la source qui produit l'odeur, eh bien, vous aurez une odeur plus faible que plus vous êtes proche de la source. Donc on peut s'en rendre compte que si on est à l'intérieur, mais pourtant ça n'empêche pas que bien autour du flacon, il y a bien une odeur. Ici c'est pareil, je mets une charge, ça crée une déformation électrique tout autour, et on s'en rend compte que si on met une charge à l'intérieur, et cette charge subira une force. Voilà. Je ne vous ennuie pas plus, j'espère que ça vous permettra d'ouvrir d'autres horizons sur les champs électriques. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.